Il va la frappe. Ils sont battus, Clément Légas. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief, le débrief de Bologne-Monaco. Victoire monégasque, 1-0 grâce à un Thilo Kehrer, un but inscrit sur un coup de pied arrêté en fin de match. Monaco donc qui repart avec les 3 points et qui est donc toujours très très bien placé sur le podium actuellement de la poule unique de la Ligue des Champions, 3e, évidemment avec d'autres matchs encore à disputer mercredi soir. Mais en tout cas, voilà, une très belle opération pour l'AS Monaco, qui n'a donc pas pris la sauce à Bologne. Par contre, vous, messieurs, j'espère que vous allez envoyer ce soir la sauce. Allez. Rome, Flo, salut. Salut. On te la laisse passer, allez. Salut à tous, salut à vous. Donc, comme je disais, Monaco qui s'est imposé. Donc, forcément, il y a lieu à donner des j'aime pas. Alors, petit point d'abord, parce que Rome, je sais que tu vas faire un petit point là-dessus. Pas de débrief contre Angers. On a essayé les disponibilités n'ont pas forcément concordé entre nous pour essayer de faire quelque chose. Et donc voilà, on n'a pas fait de débrief, mais en même temps, vu la gueule du match, vu le non-match, je suis pas sûr qu'il y aurait eu beaucoup de choses à dire en même temps sur la performance, tant elle était nullissime sur ce match-là. Donc voilà. Heureusement, on repart du bon pied. Donc j'aime pas. Rome, je te laisse y aller. Ouais, j'ai aimé le résultat déjà en tant que tel. Aller gagner à Bologne, c'était le dernier match où, on l'avait dit la dernière fois lors du dernier débrief, Damien, c'était le dernier match où on partait réellement favori. Et on a fait le boulot. Alors, il n'y a que 1-0, mais bon, le job est fait, c'est bien le plus important. Et du coup, j'ai aimé plutôt l'état d'esprit qu'on a eu, particulièrement en première mi-temps. Et du coup, ça va rejoindre mon j'aime pas, où j'ai pour le coup pas du tout aimé le match d'Angers vendredi. Et c'était un des points que j'avais eu en début de saison, où j'avais été content qu'on gagne avant nos matchs de Ligue des Champions, où justement les joueurs semblaient pas avoir trop la tête encore à l'Europe, et chaque chose en son temps, les matchs du week-end étaient tout aussi importants. Là, on a un petit peu la sensation que le match d'Angers a été clairement pris par-dessus la jambe, et que autant face à Lille et Nice, je veux bien croire que les 2-3 absences peuvent faire des différences contre des adversaires de ce standing. Autant face à Angers, c'était complètement inexcusable, et notre première mi-temps était cataclysmique et la seconde mi-temps était juste nulle. Elle était un peu meilleure parce que tu la perds pas 1-0, et puis que si Mbolo a pas les pieds carrés, tu es censé quand même au moins marquer un but, mais globalement c'était d'une pauvreté telle, mais essentiellement parce qu'on n'a mis aucun ingrédient, qu'il n'y avait aucun pressing, et c'est des choses que j'ai retrouvées hier. Voilà. Très bien, le coup de gueule est passé. Flo, tu as aussi un j'aime pas forcément. Ouais, j'ai aussi un j'aime pas qui est aussi un peu sur la période actuelle. Alors c'est drôle, il y a un mois on faisait le club Mounigou, et où je disais justement, moi je mettais l'accent sur ce match d'Angers, alors qu'on avait quand même Rennes, on avait les matchs de Ligue des Champions autour. Mais ce match d'Angers me faisait peur, parce qu'en regardant le calendrier, c'est typiquement le genre de truc où ça peut, non seulement on va être moins bien, mais ça peut déclencher une spirale un peu moins positive, alors qu'on était vraiment bien depuis le début de la saison, et ça n'a pas raté. Donc le j'aime pas, c'est qu'on est un peu dans voilà, il y a toujours des moments moins forts dans une saison. On peut pas être, ça arrive des saisons des équipes qui marchent sur l'eau toute une saison, mais c'est quand même fréquent qu'il y ait des coups de mou. Alors justement, mon j'aime pas, c'est un peu qu'on est dans ce coup de mou et qu'il va falloir en sortir rapidement. Et mon j'aime, c'est que justement ce match est un peu à l'image de cette période où on fait le dos rond, où on fait une assez bonne première. On va revenir là-dessus, mais sur cette deuxième notamment, on fait vraiment le dos rond. Depuis le début de la seconde période, en fait, et tout le long de ce match, alors qu'on n'était pas si bien que ça, je me suis dit tout le long, il y a moyen qu'on fasse un hold-up. Ça sent ça, on s'accroche suffisamment pour pas perdre, et puis un petit but peut venir. Et finalement, on va voir, c'est ça ce qui est arrivé. Donc bien de faire le dos rond sur ce match, mais après il va falloir, on va dire, remettre le bleu de chauffe pour que ça enchaîne, quoi. Après, on reste d'accord quand même que c'est pas non plus un hold-up de Bad Bologne. Enfin, je veux dire, quand on voit la première période, oui, on subit en deuxième, mais finalement, ils n'ont pas vraiment d'occasion, et c'est nous qui avons plusieurs occasions. On a un but refusé, on en reparlera après, mais
J'aurais pas qualifié cette victoire de hold-up pour le coup. Parce que c'est pas Mais comme disons que le c'est pas match Leverkusen il y a 7 ans quoi. On aurait pu dire que le match nul était quand même. Ça aurait été peut-être un Le peu plus plus probable, quoi. probable, mais voilà, après c'est vrai que Ouais. j'y vois pas non plus forcément un hold-up en tout cas sur cette victoire. Non. Mon- Petit hold-up. Mon j'aime, moi, c'est la fin de la malédiction italienne. Oui, c'est ça qu'il Voilà. faut dire. C'est vrai que c'était quand même. On était sur une magnifique série de 8 matchs en Italie en Coupe d'Europe et de 7 défaites et pour un match nul. Meilleur résultat, quand même, un match nul avec 3 buts marqués et 16 buts encaissés. Et bon, c'était quand même assez dégueulasse. Donc, c'est vraiment des déplacements qui nous réussissent pas. Et pourtant, ils ont rien d'exotique. mais donc voilà, enfin, donc première victoire de l'AS Monaco dans son histoire en Italie en Coupe d'Europe. Donc ça, c'est quand même un petit gemme un peu historique. Si j'en rajoute un deuxième, c'est quand même le fait d'avoir fait, comme tu disais Rome aussi, c'est dans ces matchs abordables, c'est d'avoir finalement réussi à prendre 7 points sur 9 possibles. Donc voilà. En dessous, j'aurais été déçu, très clairement. Donc là, je suis content, parce que finalement, sur les 3 matchs, tu te dis pas forcément que tu t'attends à tous les gagner, même si la logique voudrait que, mais tu te dis, on sait jamais, il peut y avoir un accident. L'accident, on l'a vu, c'était à Zagreb et encore, voilà. Et finalement, voilà, dans ces conditions, et puis finalement, on a, pour le coup, là, on a vraiment fait le dos rond et et on a limité la casse. Poussé, ouais. Voilà. Mon j'aime pas, c'est voilà, on a appris qu'il y a eu il y a eu un guet-apens qui a été tendu par les supporters de Bologne sur des supporters monégasques à la fin du match. Donc il y a eu des blessés, donc voilà, une petite pensée pour ceux qui ont été touchés et on espère que tout le monde va aller mieux ou va se rétablir. Voilà, donc une grosse pensée pour les supporters. Le 11 de départ, messieurs. Alors, on est reparti sur un 4-2-3-1 avec quelques petites subtilités dont on reparlera. Les deux informations principales, alors, l'absence toujours de Zakaria, ça on pouvait malheureusement le craindre, hein. Déjà contre Angers, Hutter avait dit qu'il pensait pas qu'il serait dispo. Donc il fallait trouver d'autres solutions. Magassa a donc été remis au milieu de terrain. Et l'autre info, c'était Christian Mawissa titulaire dans le couloir gauche en défense. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce 11 Rome, notamment la titularisation de Mawissa à ce poste? Pour moi, ouais, c'était la seule vraie surprise parce que Magassa, il avait été très mauvais, hein. On avait bien rediscuté face à Nice, mais bon, face à Angers, on peut pas dire non plus que Golovin avait brillé. Donc en fait, c'était un peu compliqué. Voilà, moi, j'ai toujours envie d'y croire en Magassa parce qu'il faut qu'il soit bon, il faut qu'il fasse ce genre de match qu'il a pu nous faire hier si on veut espérer faire une bonne saison. Donc hier, il a plutôt fait le job, donc de ce côté-là, c'était bien. Par contre, ouais, Mawissa, c'était un peu plus surprenant. Non pas que Caio ne soit pas titulaire parce qu'il a pas mal enchaîné, qu'il revient malgré tout encore d'une longue blessure et qu'il semble pas être revenu encore complètement au top, même s'il y a du mieux. Mais il a énormément enchaîné et donc le faire tourner, c'était pas une mauvaise idée, mais on pouvait peut-être un peu plus s'attendre à voir Ouattara, surtout que Mawissa, quand il avait eu potentiellement sa chance d'être aligné en défense centrale, il avait fait d'autres choix, alors qu'il est censé être un peu plus sur ce poste-là. Donc il a fait le choix de le mettre latéral gauche. Donc ouais, c'était la surprise, un choix plus défensif que Ouattara. Moi, je l'ai trouvé plutôt correct. Alors donc, justement, au final, choix cohérent. Où est passé Ouattara? Parce que c'est Sur le banc. Je sais pas. oui, non, bien sûr, il est sur le banc, mais c'est vrai que Sur le banc, ouais. c'est quand même très très surprenant de le voir comme ça, Oui. ne plus apparaître, quasiment pas. Alors il fait quelques entrées en jeu en fin de match, mais c'est vrai que Caio enchaîne beaucoup, alors que Caio est pas spécialement performant, hein, il faut clairement le dire aussi. Et là, sur un match... alors, on peut effectivement entendre l'argument comme quoi il y a peut-être un choix un peu plus fait sur la solidité défensive par Hutter à ce moment-là. Mais c'est vrai que voilà, c'est encore un match où finalement la doublure, ou en tout cas celle qu'on attendait comme doublure officielle de Caio, n'est pas choisie. Donc c'est quand même... alors pour dire, comme dirait Boris, à sa manière, il a dû chier dans le casier Hutter pour pas jouer, visiblement. Mais c'est vrai que ça pose encore question. Non, mais
tout simplement, Bologne, c'est une équipe qui joue énormément sur les ailes, que ça soit Ndoye. Alors de l'autre côté, normalement, c'est Orsolini, mais là, il a mis Link Junior titulaire, ce qui a surpris, je pense, la plupart des gens à Bologne, parce qu'Orsolini est vraiment un de leurs joueurs titulaires, forts. Et donc, je pense que c'est vraiment pour un choix un peu plus défensif. Ouattara fait pas que des mauvais matchs. Il fait pas mal d'entrées correctes et un remplacement finalement correct pendant que Caio était pas là. Mais je pense que c'est typiquement un choix défensif vu l'adversaire, vu aussi un peu le côté bête blessé. On va le voir dès le début du match, et ça va se ressentir tout le long du match. C'est une équipe qui est un peu qui pique du nez là en Ligue des Champions et donc qui avait beaucoup à prouver. Donc je pense que c'est pour ça. C'est surprenant, mais ça s'entend quoi finalement. Parce que j'en ai pas parlé, enfin je l'ai pas mentionné, mais Diatta aussi il passait devant. Ouais. Alors que Mawissa soit un spécialiste, qui soit un défenseur de base, c'est une chose, mais même Diatta qui pour le coup n'en est pas un. Même Hutter a dit pour l'instant il est devant. Donc c'est quand même. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Ouattara, je sais pas, mais. Voilà. Il n'est pas forcément sur une bonne pente actuellement, visiblement. Non. Voilà. Non, s'il est le 3e choix à gauche, voire le 4e, vu qu'il a mis Vanderson contre le Barça. Ouais. Donc c'est clair qu'on n'est pas près de le voir. Ouais. Moi, je serais pas surpris pour remplacer un Caio sur un match de Ligue 1, on va dire plus ou moins lambda, que Ouattara, ça soit pas Ouattara qui rentre. Donc je pense que c'est vraiment purement un choix sur leur profil. Ouattara, on l'a vu, c'est pas l'assurance touriste défensivement et finalement même notre titulaire qui est de retour de blessure certes, mais pas forcément aussi GG défensivement. Donc c'était aussi peut-être aussi moi j'aurais plus vu Caio titulaire et à la rigueur un Mawissa qui rentre en cours de match. Donc c'est là où la surprise est un peu là, mais finalement si c'est pour l'assise défensive, autant le mettre au début. Et autant qui te permettent de sécuriser les choses sur le début de match. Donc, finalement, une surprise. Moi, ça s'explique, quoi. Ouais. En tout cas, 23 ans et 245 jours, c'est donc l'âge moyen du 11 de départ qui a été annoncé. Et donc, apparemment, c'est le 11 le plus jeune de l'histoire du club aligné en Ligue des Champions. Voilà. C'est vrai que c'est quand même très très jeune. En même temps, quand t'as pas de joueurs qui sont ton joueur le plus vieux à 29 ans, c'est sûr que ça va pas non plus faire grimper la moyenne. C'était Golo le plus vieux ? C'est Minamino. Ah, c'était Minamino. C'est Minamino, ouais. Oui, mais il est pas titulaire, Minamino. En plus, voilà. Les deux ont le même âge. À quelques mois près, mais les deux ont le même âge. Mais effectivement, en plus, il est donc Zakaria absent en plus. Voilà. Et qui est plus jeune, Zakaria. Qui est un peu plus jeune, en effet, oui. Mais bon, voilà. Aussi. Non, mais on a deux joueurs qui sont de la même année, c'est Minamino et Golovin. Donc voilà, donc c'était quand même un 11 très jeune. On serait une franchise de hockey, je te dirais, c'est bien, ça veut dire que dans 3, 4, 5 années, on aura une équipe de malades. Mais non, dans 3, 4, 5 années, il y aura plus ils seront déjà tous partis. Ils seront tous partis en Angleterre, d'Arabie Saoudite. Ouais. Non, il y aura peut-être encore Golovin dans 5 ans. Vu qu'il a prolongé. Personne n'en veut. La connexion russe. Allez, on va enchaîner sur le match. Donc, ce match, finalement, la première période a été plutôt bonne, même si c'est Bologne qui se crée la première situation sur un dégagement un peu raté. Alors, il est bousculé aussi, il est bien pressé, Singo, mais dégagement un peu raté. Et donc, première situation aussi de Bologne. Mais quand même Monaco, on sent qu'ils ont, comme tu disais Rome justement, ils ont affiché un autre visage que contre Angers, ils ont pris le match aussi par le bon bout, et c'était déjà en ça la première réaction que nous on voulait voir. Ouais, la première demi-heure était vraiment pas mal, et notez surtout Ben Seguir qui était très, très en canne pendant cette première demi-heure. On reviendra sur les 40 autres minutes qui étaient beaucoup plus compliquées, mais la première demi-heure il était vraiment leader de jeu, il portait beaucoup le ballon, et ça j'aime bien aussi, qu'on ait des joueurs capables de faire aussi des différences balle au pied et pas qu'avec la passe. Donc
On était quand même au-dessus de Bologne, on s'est procuré d'autres situations. J'ai particulièrement en tête l'action magnifique d'Embolo, parce que le contrôle est quand même exceptionnel sur, je crois que ça doit être Akliouche qui lui fait de la passe. Akliouche, Le contrôle est vraiment de très grande qualité. Malheureusement, sur le 1 contre 1, il y a un bel arrêt du gardien de but. Il y a aussi peut-être moyen de faire un petit peu mieux sur le choix et sur la finition. Il la détourne en plus sur le poteau. Derrière, ça ne donne rien. Mais ouais, Monaco domine, se procure d'autres situations. Alors, je pense qu'on a tous en tête, celle d'Embolo qui visiblement était. Alors, j'espère qu'il était persuadé qu'il était hors jeu, parce que sinon, c'est quand même assez énigmatique ce qu'il nous a fait. Il a mis quand même 1h30 avant de tenter sa chance, qu'au final, il n'a même pas pu le faire. Donc, un énorme raté, quoi qu'il arrive, parce que même s'il y a hors jeu, tu te dois d'au moins tirer au but dans ce genre de situation. Il y a le but refusé sévèrement à Singo. Moi, c'était Manu Petit qui faisait un coup de gueule. J'ai écouté l'after tout à l'heure, qui faisait un coup de gueule sur le fait que les gardiens de but étaient trop protégés. Après, Riolo lui a répondu assez justement: t'as bien été content en 98 que Barthez défonce Ronaldo. C'est pas faux non plus. Mais ouais, clairement, il n'y a pas faute, quoi. Enfin, il y a le bras, mais en fait, le jump est tel, il prend tellement il est tellement 2 mètres au-dessus de l'autre avec ses bras. Comme je l'ai lu, à partir du moment où t'as les couilles au niveau de la tête du gardien, je considère qu'il n'y a pas faute. Donc après, incroyable, le physique de ce je dis il n'y a pas faute, mais dans la règle, il y a faute. Mais en fait, c'est parce que la règle est trop protectrice pour les gardiens, et c'est également ce que disait Petit. Par contre, les gardiens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur les sorties. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent sortir les 2 genoux en avant. À partir du moment où ils vont prendre le ballon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, je trouve que sur ce genre de situation où là, quand même, tu as quand même bien la sensation que c'est le joueur adverse qui a dominé le duel, tu dois laisser le but. Maintenant, la règle, et le but a été refusé. Là, on sait, le guet-apens, le guet-apens, il était réservé à l'arbitre, sinon, si jamais il faisait ça. Bon, en tout cas. Et la règle est bête, là, c'est tout. En tout cas, voilà, t'as quand même parlé de ces situations. On a quand même vraiment des bonnes situations, et on peut peut-être risquer de le regretter. On a failli d'ailleurs avoir un petit peu peur en fin de match, puisque Castro a quand même marqué. Alors, un but qui va être finalement refusé pour un hors-jeu, qui y est d'ailleurs. Mais c'est vrai que voilà, sur cette situation-là, on est quand même pas loin de se faire punir. Juste avant, on a le coup franc aussi magnifique de Golovin. Un très beau coup franc qui est bien, qui est très très bien sorti par Skorupski. Une frappe d'Akliouche aussi. Une frappe d'Akliouche qui intervient juste après le but refusé donc de Castro. Donc juste après, c'est juste après. Donc enfin voilà, on a quand même des bonnes situations. Donc c'est vrai qu'on se dit bon, ça démarre pas trop mal. Donc voilà, on sent clairement qu'il y a de la place quoi face à cette équipe quoi. C'est pas, on voit bien que c'est pas une équipe qui est très bonne. Alors ils ont quoi? Ils ont 1 point, je crois. Ou ils avaient 0 point, je sais plus. Voilà. Ils prennent, je pense. Oui, ils ont 1 point. Ouais. Ils ont 1 point, voilà. Donc, c'était pas non plus. Clairement, c'était une équipe en grande difficulté, alors qui a changé beaucoup de choses durant l'intersaison. Aussi. Mais c'est une équipe qui perd assez peu aussi. Mais bon, ils sont pas non plus. Qui gagne peu aussi. Voilà, je crois qu'ils ont quoi? Je sais pas combien ils ont de matchs nuls. Il y en a beaucoup en Serie A. Ils étaient quand même invaincus sur tous leurs matchs européens à domicile, mine de rien. Donc c'est pas une stat anodine, une belle série aussi à laquelle on a mis fin. Puis, après ils prennent Shakhtar où ils font match nul, et puis après ils prennent Liverpool et Aston Villa quoi. Donc il faut quand même, et apparemment que dans ces matchs-là, moi je les ai pas vus, mais apparemment que dans ces matchs-là, il y a des périodes où ils font tout à fait jeu égal avec ces équipes-là. Donc c'est pas une équipe en bois hein. Ouais, du coup, s'ils se font jeu égal, ça peut permettre de relativiser certains adversaires, du coup, potentiellement. Notamment certains qui doivent venir chez nous. Oui, mais enfin, Aston Villa et Liverpool, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, c'est pas trop dégueu, quoi. Ah non, ça, je suis d'accord. Alors, par contre, la deuxième période, c'est plus la même chose. C'est plus la même tisane. Là, on subit beaucoup plus.
Et il y a une petite occasion avant que tu n'as pas mentionné quand même. Il y a un arrêt de Majeki. Oui, Quand même, 40e, pour toi, exact. Ouais. Damien, mentionne les arrêts de Majeki, Damien. Alors, on m'a reproché d'être de mauvaise foi Non, ben non, justement. sur Keun, alors. Non, Ouais, mais il aurait eu aussi celle-là. Hein. Et puis pour le coup, il la dégage pas terrible. Hein. Alors, je sais même pas s'il aurait eu. Mais bon. ouais, Peut-être moi je suis c'est moins sur sûr. C'est au premier poteau là. Le En premier plus, poteau, alors il la prise relâche. corner. Il la relâche, c'est pas exceptionnel ce qu'il fait, mais bon, bref. Mais ça augurait un peu de ce qui va se passer finalement cette occasion. Et la deuxième, on va un peu jouer dans notre camp, quoi. Ouais, la deuxième, on a clairement joué dans notre camp. On a eu beaucoup de mal à ressortir. On a vraiment subi. Alors, bah, du coup, les occasions monégasques, honnêtement. Après, on est bien Ils ont sur monté- les corners depuis le début de la. Tu sens que depuis le début de la partie, faut le dire, Mbolo leur a mis quand même la misère. Tu as mentionné ce contrôle. Ceux qui l'ont pas vu, c'est un contrôle roulette où avec une passe au centre où il se l'armait. Et puis physiquement, on sent que les défenseurs centraux de Bologne avaient un peu de mal avec lui et sur les corners on sent que physiquement on avait vraiment un ascendant quoi depuis le début du match donc Ouais, et puis finalement, si on ça regardait va en nous plus, aider. on les jouait quand même globalement très proche du gardien. Avec la stratégie, notamment surtout Ben Seguir, d'aller vraiment se placer devant, d'aller vraiment le gêner pour empêcher ses sorties. Très clairement, ça c'est quelque chose qui a été travaillé parce qu'on l'a vu plusieurs fois, et c'est-à-dire sur ça que Singo marque la première fois. Enfin, il y a pas eu- Toutes il y les a pas eu équipes de font deuxième plus fois. ou moins ça. Hein. Oui, mais là je trouvais que C'est- c'était il très. connaît les sorties. Ouais, mais là je trouvais que c'était Oui, vraiment très très marqué quoi sur. Ouais, puis même dans la densité parce des que- joueurs on mettait vraiment tout le monde, il y avait tu vois pas d'excentrage, pas de Mais ce que je veux dire, Ça, c'est on que. le sait, hein. C'est aussi comme ça qu'on a pris des buts sur des corners, sur des contres, parce qu'on n'avait plus personne derrière. Donc, c'est aussi un choix qu'on fait de faire ça. Mais après, c'est comme ça que tu prends un but débile à Zagreb, ou que, bon, après, c'est Diatta aussi qui fait n'importe quoi contre Nice. Mais parce que tu te retrouves avec quasiment plus personne, parce que oui, tu as mis tout le monde dans la surface. Sauf que si ça ressort vite, bah, t'es vite dans la merde. Ouais. Après, on a C'est bien, un on a bien eu des contres aussi où c'était Golovin en libéraux. Oui. Et heureusement que sur un 1-2, juste l'un d'eux, c'est Singo qui revient à oui, grande c'est le foulée problème. pour contrer et Ouais, finalement Qui part à empêcher 3 le mètres. contre. Ouais. et qui part à 3 mètres de l'attaquant puis qui arrive à 2 mètres devant. Le type est quand même que je pense tu fous Singo dans un décathlon, le mec est pas dégueu quoi. Je pense Oui, non, que je le pense mec peut t'envoyer des athlétiquement, javelots, te faire des sauts en hauteur. Pourquoi tu veux qu'il aille vendre des maillots de bain et. Non. Ah oui. Non mais incroyable. Ah, ça, Le tu- physique, il l'a pas eu tout de suite. Le physique de ce gars est juste démentiel. Quoi. Oui. C'est juste, C'est vrai. c'est hallucinant parce qu'en plus, l'agilité, le type a tout quoi. Mm. Le type a tout. Voilà, je sais pas si on a beaucoup plus à dire sur la deuxième période au final, parce que ça a été une période vraiment difficile, mais encore une fois, très peu d'occasions, que ce soit d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que mine de rien, ce qui est très positif, quand tu le signalais de l'idée de faire le dos rond justement dans ton point au début, Flo, c'est qu'on concède très peu de choses, quoi. Ouais, on ferme assez bien. En fait, aux 30 mètres, ils arrivent ils passent la deuxième mi-temps entre nos 30 et 50, on va dire la moitié de terrain, quoi. Et en fait, c'est assez rare de rentrer dans nos, on va dire 20-25 mètres, allez, et on va bien les tenir de ce côté-là. On met beaucoup de densité au milieu. Ouais, non, c'était comme ça qu'il fallait le faire parce qu'évidemment, on est quand même. Voilà, si tu prends un but, là, je pense que c'est même à la 45e, ça fait un peu le cliché, mais je pense qu'ils peuvent fermer les verrous assez facilement à la maison, et ce genre de choses. Donc, Finalement, ce que je remarquais, c'était que c'était un match où il y avait beaucoup de pertes de balles assez rapides, en fin de compte, assez peu de maîtrise, que ce soit dans un camp comme dans l'autre. Hein. Des volontés de projeter assez vite, mais donc avec beaucoup de déchets. Et là, voilà, du coup, c'était difficile de vraiment avoir une maîtrise, de développer du jeu, et dès qu'on enfermait les espaces, que ce soit d'un côté comme de l'autre, forcément, c'était des pertes assez rapides, et voilà, pas grand-chose vraiment de développé ou de très construit. Le but, quand même, on va en parler de ce but, Rob.
Donc il intervient à la toute fin. Flo, tu le disais justement aussi, on sentait qu'on pouvait insister, c'est ce qu'a dit Kehrer justement dans son interview homme du match sur Canal. Le homme du match entre parenthèses parce que franchement il le donne à celui qui marque en fait. Donc l'interview de Kehrer, voilà, il dit on sentait qu'il y avait une possibilité, et là c'est vrai que jusqu'à présent Rome, si tu te souviens, on avait beaucoup de corners tirés premier poteau pour Kehrer au début de saison, et là on le retrouve cette fois au deuxième. Ouais, il est au deuxième. Moi, ce que je note surtout sur ce corner, c'est qu'Embolo semblait complètement cuit depuis peut-être 10-15 minutes. Et globalement, on se disait, faudrait peut-être le faire sortir. Bon, t'as que Ileni Kena sur le banc qui est sorti du match contre le Barça. On attend. Voilà, il a 18 ans, certes, mais il se retrouve projeté numéro 2 et c'est quand même un petit peu court. Donc Embolo reste sur le terrain. Mais bon, tu vois, je crois que c'est lui qui obtient d'ailleurs le premier corner qui est dans la même action. Parce que je crois que c'est 2 corners consécutifs. Et bon, c'est lui qui arrive à bien s'arracher, à dominer sur le duel aérien son défenseur. Les deux se tirent. Qui attire tout le monde. Vraiment, le type aimante l'intégralité de la défense. Il y en a surtout un qui finit au sol en se tenant le visage parce que c'est un match de foot. Et Kehrer, lui, pour le coup, anticipe bien. Il se décale très légèrement mais suffisamment au second poteau, il met le pied en opposition, et bon, et le gardien ne peut évidemment rien faire, et c'est vrai que t'en parlais, ça lui permet de rendre une copie correcte d'un match qui était jusque-là médiocre. Mais forcément, quand t'es buteur décisif d'un match européen à l'extérieur, tout de suite ta feuille de match prend une toute autre tournure, surtout qu'il n'a pas coûté de but non plus, même s'il n'a pas été extraordinaire. Il n'a pas non plus fait une boulette qui a été fatale, donc bravo et merci à lui, quoi. Ouais. Alors en tout cas, cette victoire, elle permet à Monaco de compter 10 points maintenant, 10 points sur 12, qui est donc évidemment un très bon résultat. On va évidemment attendre, on verra évidemment le classement final de la journée, puisqu'il y a les matchs encore à disputer. Voilà, 6e au pire. La question, c'est est-ce que Monaco peut ou doit viser le top 8, parce que l'information de la soirée, c'est qu'avec 10 points, Monaco est quasiment assuré à 99%, selon les prédictions, d'être en barrage, donc d'aller au moins dans la phase barrage entre février et mars, ou en février, je sais plus. Février, ouais. Février. Mais est-ce que Monaco peut espérer d'aller plus loin, d'aller plus haut et d'aller directement en 8e, donc en finissant dans le top 8 ? Est-ce que c'est un objectif réaliste ? Mais la question, c'est peut-être, est-ce que ça devrait être un objectif, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on... Parce qu'aujourd'hui, je pense que à la base, l'objectif, c'était d'aller en barrage. Donc l'objectif est quasiment atteint. Il est atteint, oui, on pense qu'il est atteint. Oui. Le match de Benfica va sûrement décider de beaucoup si tu gagnes à Benfica. On les reçoit en plus, on les reçoit. Oui, on les reçoit. Tu peux avoir un peu plus de... Après, il n'y aura pas de problème de motivation contre Arsenal et Aston Villa. Tous les joueurs seront à 2000. Donc, mais oui, en tout cas, mathématiquement, on en discutait tout à l'heure. On pense qu'à à 16 points, 15-16 points, il y a moyen d'être directement qualifié, donc c'est tout à fait faisable. Faut faire 2 victoires, donc va falloir gagner ou contre Arsenal ou contre Aston Villa. C'est quand même une victoire et 3 nuls. Ouais, une victoire et 3 nuls, ça serait jouable ? Bah oui, il reste 4 matchs. Ça fait toujours 6 points dans tous les cas. Oui, j'ai oublié l'Inter. Pardon. Oui, et en plus, aussi les autres d'avancer en faisant ça. Tu les laisses derrière toi. Les Inter, les Arsenal. Donc, oui, j'ai oublié le match de l'Inter. Après, qui sera à Milan pour le coup, mais oui, il y a une option là-dessus aussi. Donc, c'est tout à fait jouable. Est-ce que ça doit devenir un objectif ? Honnêtement, je sais pas. Est-ce qu'il faut pas solidifier finalement ton équipe, te dire maintenant c'est du bonus et essayer des trucs, on va dire prendre ça comme
de la construction pour les phases finales? Ou est-ce qu'il faut se dire il faut absolument aller top 8? De toute façon, ça change pas grand-chose. Et je pense que l'avantage, c'est que dans notre position, on va jouer un peu plus libéré. Donc contre les grosses équipes, ça aidera sûrement un peu. L'autre question, c'était justement de voir et de se dire si tu joues plus libéré, que voilà, tu as atteint ton objectif en Ligue des Champions et que bon, tu relâches un peu ces matchs-là, on va dire. L'autre idée derrière, c'est de revenir vraiment un peu plus fort en championnat. Il y a aussi... oui, voilà, faut que ça soit pour le championnat, ça c'est sûr. Parce qu'au final, c'est vrai qu'on est quand même... Alors, on a été décroché par Paris, pour l'instant, même si bon, l'objectif, le titre n'a jamais été un objectif assumé. Mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas forcément... On n'était pas loin de tomber du podium sur cette journée. Donc, comme quoi, c'est loin d'être fait, mine de rien, même si on était très, très confiant après quelques journées. Donc c'est vrai qu'il y a aussi, il faut se refaire complètement dans le championnat et c'est vrai que ça risque peut-être d'être le prochain objectif, surtout dans l'enchaînement des matchs pendant l'automne et le début de l'hiver. Ouais, mais pour moi, tu peux pas être bon en Ligue 1 en te prenant des branlées dans la semaine en Ligue des Champions parce que maintenant tu as fait le job, donc mentalement ça serait très mauvais de faire ça. Pour moi, maintenant, la Ligue des Champions, en tout cas, finir dans les 8, ça doit être un objectif. On a fait le taf, on est en position pour. Comme l'a dit Flo, si tu bats Benfica, tu n'auras plus besoin qu'une victoire, en fait, en 3 matchs. Alors, évidemment, ça sera 3 gros matchs. Mais le passé européen de Monaco, le match contre Barcelone, du coup, ce match contre Benfica, t'auront montré que tu auras été capable de le faire. Après, il y a un autre truc à rajouter, c'est que ça te fera 2 matchs de moins en février. C'est toujours ça à prendre. Il y a un autre truc à rajouter, c'est que chaque victoire en Ligue des Champions, c'est quand même une petite somme d'argent, même assez intéressante. Un club comme Brest, là, ils sont en train de tripler leur budget rien qu'en gagnant 3 matchs de poule de Ligue des Champions. Alors pour nous, ça n'a pas le même impact. C'est quand même un vrai bel impact, sachant qu'on voit comment les droits télé c'est ça. Gueule. Aller prendre de l'argent ailleurs, c'est plutôt une bonne chose. Pour moi, il faut continuer à jouer la Ligue des Champions à fond. Et si après Benfica et Arsenal, on est toujours à 10 points, là, on pourra en reparler. Mais dans un premier temps, il faut, pour moi, encore jouer ça à fond. Il faut viser le top 8. Ça serait une très bonne chose. Après, le seul truc, et on le sait très bien, c'est que dans cette formule de Ligue des Champions, il y aura tellement de possibilités de tirages différentes que potentiellement, tu aurais un meilleur tirage en étant 14e qu'en étant 9e. Enfin, ça, on le sait. Il y a des équipes là qui sont en train de perdre beaucoup de points, comme le Real, potentiellement même comme City, même si eux, je pense qu'ils restent placés pour l'instant, City. Mais... oui. Ouais, voilà, City reste un peu mieux placé. Mais quand tu vois le Real qui a que 6 points, donc qui au mieux peut finir qu'à 18, mais qui a un prochain match à Liverpool, et je ne parle que du prochain, potentiellement, ils peuvent du coup faire plus que 15 points, donc se retrouver dans la merde, mais on ne sait pas dans quel état ils seront au mois de février-mars. Donc, autant s'éviter ça, autant viser le top 8 jusqu'au bout, au maximum. Et moi, j'ai envie, et surtout parce que, après, on dit le championnat, oui, mais l'année dernière, on voulait être podium pour justement aller en Ligue des Champions. C'est pas pour quand il est ne plus la jouer à 100%. Surtout qu'en plus, tu l'as superbement bien commencé. Si on avait été catastrophique et que là, on avait que 2 points, bon, du coup, il faut peut-être tout mettre sur la Ligue 1, mais c'est pas le cas. Donc, non, on la joue à fond. Et puis, il y a un autre élément. On sait très bien qu'en fin d'année, on va perdre Singo, Akliouche, Ben Seguir. Je m'arrête là. Donc, peut-être pas tous, ou peut-être pas, mais on perdra des joueurs, oui, a priori, oui. Si on est top 8, on les perdra encore plus, j'ai envie de te dire. Donc, parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Voilà une raison pour laquelle tu pas être top 8. Ouais, c'est pas faux. C'est une raison, mais bon. Donc, perdre contre le Bayern en barrage. T'as pas mis Golovin dans ta liste, est-ce que c'est normal ou... Non, parce que Golovin, moi, je l'ai mis comme déception de la saison parce qu'il allait pas être bon en Ligue des Champions. Ouais. En tout cas, c'est tout à fait faisable. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Oui. Mais le match de Benfica, voilà, si on perd contre Benfica, ce qu'on n'espère vraiment pas, ça devient beaucoup plus dur finalement. Benfica qui pour l'instant est 16e, alors qu'il doit encore jouer, là contre le Bayern. Alors le Bayern, c'est fort cette année ou pas? Le Bayern, ils sont à la dèche en Ligue des Champions. Ils sont premiers en Bundesliga. Oui. Mais là, ils ont 3 points, c'est vrai. Ils ont en tout cas,
en tout cas, voilà, c'est vrai qu'ils ont un match assez difficile et pour l'instant, ils sont à 6 points. Donc c'est vrai que ça, voilà, c'est pas ils ont fait la surprise aussi sur leur premier match en réalité, Benfica, où je pense que pas grand monde les attendait capables de faire cette performance-là. Mais sinon, bon, ça reste pas non plus. Je vois pas le Benfica comme une terreur, donc c'est vrai que c'est un match vraiment abordable. En tout cas, Hutter a dit on a la qualité pour gagner ce match, et ça je veux bien le croire. Et après, c'est vrai que la route va quand même un petit peu s'élever, hein. Aston Villa, Arsenal d'abord, Aston Villa ensuite, et l'Inter pour terminer. L'Inter, pareil, c'est pas une équipe qui me fait très peur, mais je le vois surtout comme une équipe vraiment qui peut vraiment nous punir. Avec voilà, cette équipe toute italienne d'expérience, de vice, qui fait qu'on gagne jamais contre ces équipes là, quoi, parce qu'il nous manque toujours ce petit vice là, et il suffit d'un vieux contre 0. Oui, ce sera la dernière journée, et si ça se trouve, on sera déjà qualifié. Il y aura tellement de calculs, même pour eux, donc après, même Arsenal, moi, faut pas oublier une chose, hein. Pour moi, la meilleure équipe européenne depuis le début de l'année, c'est Barcelone. On les a battus, hein. On les a pris au bon moment. De ce qu'ils ont fait. Ouais. Ah bah oui, et puis ils ont été à 10. On les a pris au bon moment. Non, mais c'est vrai que gagné leur premier match, ils venaient de marquer 2 matchs de suite en mettant 2 branlés. Oui, mais de les prendre sur la première journée, c'est quand même mieux. Après, et puis ils avaient énormément de blessés, et ils ont très vite été à 10. Mais c'est vrai que on savait de toute façon que la première journée contre le Barça serait difficile, mais en gagnant ce match, on savait que derrière qu'on avait 3 rencontres pour se qualifier tout simplement, et c'est ce qu'on a fait plus ou moins. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on peut dire qu'on est au moins qualifié pour les barrages, ça c'est le minimum, je pense. Mais voilà, effectivement, c'est vrai que si derrière tu bats Benfica, t'es à 13 points, t'as 3 matchs pour. Donc, selon pour rappeler un peu les estimations qui ont été faites, potentiellement 14 points peuvent suffire, pour être dans le top 8. Après, c'est des estimations qui avaient été faites au mois d'août, voilà, donc avant la première journée. Donc, mais encore une fois, c'est pas impossible, puisque comme le rappelait Rome, il y a des équipes comme le Real par exemple qu'on attendait dans le top 8 et qui sont pour l'instant en difficulté. Alors peut-être qu'ils vont se réveiller à un moment donné, mais qui sont pour l'instant en difficulté et qui sont pas à leur niveau. Donc il y a peut-être aussi des places à prendre. C'est pour ça, moi 14, j'ai du mal à y croire. 15, pourquoi pas. Mais je pense, et de toute façon, c'est même une certitude, il y aura 3, 4, 5, peut-être 6 équipes qui auront 15 points. Et alors là, ça va être un bordel, parce que ça va être au goal average, toute cette histoire. Donc c'est pour ça que même les matchs qu'on va perdre, parce que si on fait 15 points, c'est qu'on va en perdre, il ne faut pas les perdre de plus d'un but d'écart. Parce que ça va être très important de maintenir à goal average aux alentours de plus 5 pour espérer... si tu vises 15 points, je pense qu'à 16... c'est réglé. Voir goal average particulier, parce que suite à goal average, il doit y avoir. Alors là, faut vraiment pas avoir de bol, mais. mais Aston Villa, Arsenal, ils risquent d'être un peu ils peuvent être dans ces eaux-là, quoi. Ils peuvent être. On peut se battre avec Aston Villa. Avec eux. Il faut être à égalité qu'avec eux pour que ça soit le particulier. Donc, mais c'est une possibilité aussi, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en plus, voilà, jouer, contre l'Inter, c'est vrai que pour l'instant, là où c'est difficile, c'est que ce sont 3 équipes qui sont. Alors, si Arsenal s'impose, Villa, Inter, c'est des équipes qui vont intégrer le top 8. Normalement, ou en tout cas qui seront vraiment là aux abords, puisque Arsenal est actuellement 9ème, mais encore une fois ils ont un match à jouer ce soir. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même les 3 équipes qui peuvent aussi, donc comme qui peuvent se qualifier dans le top 8, et comme tu disais Rome, si on fait 3 matchs nuls face à ces équipes là, imaginons, c'est vrai qu'on leur prend des points directement. Donc ça c'est quand même aussi plutôt potentiellement, ça pourrait être aussi une bonne affaire. Il faut voir leur calendrier, tu vois, c'est vrai que moi, j'adore la nouvelle formule, mais c'est vrai qu'il y a quand même le petit côté, ils vont jouer qui ? Personne ne sait. En fait. Tu sais pour ton équipe. C'est ça. Et sinon, avant, voilà, tu connaissais les poules et rapidement, au bout de 2-3 journées, tu les avais en tête. Là, je suis incapable de te dire si Arsenal a un gros calendrier ou pas, si l'Inter a un gros calendrier. Donc, c'est la surprise un peu de toutes les semaines. Tu te dis, ils jouent eux. Tu vois, par exemple, ce soir, c'est Arsenal-Inter, si je dis pas de bêtises. Alors du coup, si tu dis ça, tu viens de me niquer mon truc en disant que les 3 pouvaient se retrouver dans le top 8 dès ce soir. Oui, s'il y en a qui... ils se jouent. Voilà. Ils se jouent. Donc tu vois,
c'est pour ça qu'un match, c'est ce que je disais tout à l'heure, un match nul, ça serait. Et puis, comme tu disais, c'est vrai que voilà, les gros peuvent se jouer, mais on sait même plus lesquels se sont déjà joués, lesquels sont à venir. Enfin, c'est vrai qu'avec tous ces matchs-là, c'est un sacré merdier, quoi. Je vous rappelle juste les règles Les règles en cas d'égalité. Donc, différence de but la première. Et en fait, en deuxième, c'est nombre de buts marqués dans la phase de ligue. En troisième, c'est nombre de buts marqués à l'extérieur. Après, plus grand nombre de victoires et plus grand nombre de victoires à l'extérieur. Donc, le nombre de buts marqués aussi va compter. Hein. Pour le si coup, on peut en mettre quelques-uns. Pour l'instant, on est pas mal sur le but marqué. Le match face à l'Étoile Rouge nous met bien, quoi. Ouais, c'est ça. On en a pris un peu trop, mais on en a beaucoup marqué. Ouais. Enfin, on en a pris un peu trop. C'est ceux de Zagreb, en fait, qui font chier. Quoi. Ouais. Bon, allez, on va enchaîner un petit peu, messieurs. On va passer au top flop. Bon, ça va aller vite. Hein. Ouais. Alors, les tops, effectivement. Alors, victoire, mais prestation globalement correcte, sans être exceptionnelle. Donc, assez peu de joueurs qui sortent du lot. On a parlé de Singo, le premier. Voilà, c'est vraiment le top du match. Rome, celui qui s'est quand même vraiment distingué, quoi. Ouais, j'avais déjà fait tout un petit paragraphe sur lui il y a 2-3 matchs. Ouais, c'est impressionnant, même si c'est vrai que par moment, il prend peut-être un petit peu trop de risques parce qu'il a tellement, je pense, confiance en ses qualités physiques qu'il se dit toujours, de toute façon, je vais récupérer. Je reviens. S'il me passe, je reviens. Chose qu'il fait. Mais c'est vrai qu'à ce petit jeu-là, si tu as un joueur comme Vinicius ou quoi, il faudra peut-être éviter de prendre ce genre de risque. Mais globalement, sa prestation hier, elle est encore XXL. C'est vraiment un défenseur de très, 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 très haut niveau et j'espère pour lui qu'il fera une bonne carrière. Il commence déjà à avoir un certain âge. C'est pas le cas, mais il n'est pas si jeune que ça non plus. Il explose un peu chez nous. Et après, c'est un défenseur. La maturité, c'est l'âge de la maturité pour un défenseur. C'est en général aussi un petit peu plus tardive. Donc c'est pas si grave. Moi c'est vrai que ce qui m'a plus gêné sur son match, c'est beaucoup de passes ratées qu'il a toujours attrapées en général. Alors en plus c'était pas très bonne, mais je pense que là il y avait quand même des trucs, c'était pas dans les bonnes zones tout simplement, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est ça qui m'a plus gêné dans son match. Je pense qu'il y a un vrai truc, il faut qu'il fasse attention à le trop plein de confiance. Tu dis les passes, les dégagements dans les mauvaises zones, aussi le fait de se jeter. Et il y a quelques fois où c'est limite, hein, il se jette et ça permet à l'attaquant de le passer. Il est au-dessus. Il est au-dessus. À tous les matchs, il est au-dessus. Mais je trouve que ce côté fantasque qu'il a, je pense, depuis le début, il y en a un peu plus qu'il y en avait avant. Donc, qui rabaisse un peu ce curseur-là, ça serait pas mal quand même. Dans les autres tops, moi j'avais envie quand même de souligner le match de Magassa, forcément, puisque Magassa, c'est quand même quelqu'un, tu le disais, Rome, qui avait été vraiment catastrophique à Nice. Globalement, les performances sont pas super. Lens, c'était un peu la seule éclaircie. Donc là, on a eu un vrai bon match de sa part, je trouve, quand même. 10 ballons récupérés, donc défensivement, il a vraiment fait le boulot. Il y a eu quelques petits retours aussi dans la surface qui ont fait du bien. Donc voilà, je trouve finalement, il a été 3 fois titulaire. De bons matchs, un mauvais. Voilà. Après, c'est parce qu'il y a des entrées qui sont globalement au mieux anecdotiques. Donc après, il pourra jamais faire ce que fait Zakaria, quoi. Il faut qu'il ce qu'il a fait. Exactement. Ce qu'il a fait sur ce match-là, c'est jouer simple. Tout à fait. Hein. Dès qu'il y a une passe à faire, c'est la plus simple. Mais c'était. Après, je note une belle ouverture sur Akliouche au tout début de la deuxième période, quand il le lance en profondeur. Akliouche, tergiverse un peu, il fait pas forcément le bon choix derrière, mais l'ouverture est très belle. Mais c'est vrai que je suis d'accord sur ça. Il a joué très simple, sans fioriture, il a pas cherché à se compliquer la vie, et en même temps, quelque part, tant mieux aussi, parce que s'il commence à faire trop de trucs en même temps et qu'il n'est pas capable de l'assumer, c'est là que ça devient compliqué. Donc au moins, il s'est cantonné principalement au registre défensif. Il a bien fait, il était globalement bien placé, dans les duels, il était présent, il a récupéré pas mal de ballons. Donc voilà, c'est pour reprendre confiance aussi, mine de rien, c'est bien. Donc c'est une bonne chose qu'il ait fait ce match-là. Maintenant, je sais pas si... Après Nice, pas de dépassement de fonction tant qu'il n'est pas encore assez
carré sur la base. Et après, il verra pour faire un peu plus. Ouais. S'il est capable de faire un peu plus. Ça aussi, c'est. Ouais. Voilà. En tout cas, il Hutter, est très très jeune. Ouais. Donc attendons. Hutter l'a complimenté. Il a dit quand même que c'était quand même le joueur qui, dans l'équipe, l'équipe lui faisait penser le plus à Zakaria en profil. Bon. D'un autre côté, il n'y a pas non plus 150 milieux de terrain. Flo, est-ce que t'avais quand même envie de mentionner? Kun, il a mentionné aussi que Kun, c'est celui qui faisait le plus penser à Majeki. Il me semble. Il y a débat avec Lénard quand même. J'avais Mbolo, oui. Ouais, voilà, un petit mot sur Mbolo quand même. Parce que au final, quand on regarde bien, c'est en termes de présence, en termes on le voyait faire ça par le passé et pas tant cette saison. C'est-à-dire que en première période, on a eu la sensation que c'était lui le problème principal pour Bologne. Hein. Dès qu'il touchait le ballon, ils avaient beaucoup de mal à lui enlever. Il joue comme d'habitude très bien en déviation. Brelem Bologne, comme dirait Boris. Brelem comment? Brelem Bologne. Ah, d'accord. Oui, sa roulette. C'est Boris, pas moi. Pour les prendre de vitesse, et puis encore une fois, sur le but, c'est quand même lui qui attire la plupart des défenseurs. Donc, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu physiquement être au-dessus d'une autre équipe, de vraiment avoir ce statut-là, ce qu'on lui voyait faire souvent finalement. Dans les précédentes saisons et pas trop cette saison, donc il n'a pas eu un impact si, il a un impact direct parce que on peut presque même, je me demande s'il touche pas la balle d'ailleurs sur le but. Est-ce qu'il touche la balle de la tête? Ah oui, il l'a dit. Je pense que oui, ouais. Et il y a passe D du coup. Ah oui, bien sûr. Ok, je sais pas sûr parce qu'il la frôle quoi, il la frôle. Ah oui, pour moi il la prend bien. Hein. D'accord. Il y a un vrai changement de trajectoire quoi. D'accord. Mais voilà, donc c'est un bon match de sa part. Et c'est un bon match aussi. Pourquoi? Parce que c'est un peu son niveau B. On juge aussi nos joueurs sur quand ils font pas des matchs exceptionnels. C'est quoi leur plateau? Je trouvais que là, il nous a remontré que son plateau c'est bon. Il était à peu près au niveau, quoi. Donc c'est plutôt positif pour la suite. Ouais, une performance encourageante, même si il y a quand même un gros raté. Alors ça n'aurait rien changé, il aurait été hors jeu, mais après, ça fait mauvais genre. Il y a un raté, mais il y a un poteau. Mais pour le coup, après, sur celui-là, je ne l'en veux pas parce que l'enchaînement, le contrôle, etc., quand il se le met, pour le coup, ça c'est magnifique. Et c'est détourné sur le poteau. Donc le gardien fait un très bel arrêt aussi, quand même. Donc là, pour le coup, ça me gêne moins. Mais c'est vrai que c'est sur la deuxième surtout que ça me chagrine. Les flops, qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans les flops? Moi, honnêtement, j'ai pas de flop. Ok. Flo, t'en avais un ou pas? Non, pas brutal, quoi. Okay, parce que les deux joueurs que j'aurais pu flopper, c'est les deux qui sont décisifs sur le but. Oui, c'est ça. Tu es. Kerrer marque son but, quand même. Donc, bon. Et Golovin tire le corner. Donc... Et Golovin mais Golovin, c'est vrai que je trouve qu'il fait pas non plus un bon match, quoi. Ah non, c'est sûr. Mais bon, il a toujours, malgré tout, cette petite magie, ce petit truc qui permet de... Alors, c'est pas beaucoup, hein, mais ça fait une passe, quasi une passe D, quoi. Bon, bref. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est même pas flop. Vanderson, pas terrible non plus, mais est-ce que flop Vanderson, c'est vrai, sur le but refusé de Bologne, c'est lui qui rate son intervention, il intercepte le ballon, mais en fait, c'est un genre de contrôle dans la course qui fait, mais en fait, sauf que il rend le ballon, tout simplement. Je pense qu'il veut tout de suite relancer, mais à 2 contre 1, il perd le ballon. Derrière, ça fait l'occasion de but pour Bologne. Maintenant, c'est vrai que il a quand même eu un gros boulot face à Ndoye, qui quand même mais je trouve qu'il a bien défendu globalement. J'ai pas trouvé son match mauvais, donc bon. Peut-être un peu... Non, mais pas mauvais. Hein. Mais comme Ben Seguir, il y a 30 minutes qui valent 7 et il y a 40 minutes qui valent 3 ou 4. Mais est-ce que ça fait pour autant un flop? Non, donc c'est pour ça. C'est vrai que Ben Seguir, j'ai beaucoup aimé quand même sur la première période. Oui, mais parce que t'as un parti pris. Mais sinon, tout de suite. Ah, t'avais envie de la placer celle-là. Il a eu combien dans l'équipe, Ben Seguir? Mais à Clioche aussi, est à la limite de... Il a eu 6 dans ce matin, Ben Seguir. Il a eu 4 dans l'équipe. C'est là où t'es, donc c'est vrai. Oui, mais j'ai pas validé la note. Non, par contre, Flo, t'étais en train de dire quelque chose. Non, Akliouche, ça fait un match aussi, hein. plus dense, plus. Voilà, c'est ça.
Mais comme habituellement, en fait, c'est qu'il y a peut-être un En peu Ligue des moins Champions, il y a un truc. Hein. C'est lui qui fait la passe sur Mbolo. Bon, même si on est d'accord que c'est le contrôle qui fait 80% de l'action, mais bon, voilà. Je le trouve. Et puis surtout, moi, il y a quand même. Il est encore très jeune, mais justement, c'est limite encore plus problématique. C'est pas normal quand tu as 19 ans de ne pas pouvoir tenir plus de 40 minutes. Hein. Là, il y a quand même un souci pour Ben Seguir. Il va falloir qu'il bosse sur ça, sur le coffre, sur la qualité physique globale. Parce que. Après, c'est vrai que la débauche d'énergie, elle est, franchement, sur les 30 premières minutes, elle est considérable dans les replis défensifs. Il est monstrueux. Donc, il s'est peut-être un peu grillé à ce moment-là. Mais Minamino, il fait ça pendant 90 minutes. Hein. Ouais. Ah mais pas aussi bien. Je te parle pas des qualités de football, je te parle de la qualité vraiment à répéter les efforts. C'est quelque chose dont on parle plus souvent quand on parle de tennis ou quoi, les qualités physiques, mais ça existe aussi au foot, hein, d'être capable pendant 90 minutes. Est-ce qu'il paye l'enchaînement depuis cet été? Je sais pas. C'est possible, hein, finalement. Il était un peu mis au repos dernièrement, justement, parce que certainement il était un peu cuit. Donc, bon. Encore une fois, il est très jeune, mais je trouve que c'est l'axe sur lequel il doit en priorité travailler, c'est ça, c'est être capable de jouer à minima 70 minutes à 100%. Et je pense que le fait d'avoir enchaîné les blessures l'année dernière, ça n'a pas aidé son coffre. Donc, je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on le verra mieux physiquement, peut-être pas avant l'année prochaine, parce que il sera chez nous, quoi. Peut-être. Eh bien. Il sera fort à Arsenal l'année prochaine. Il sera très fort à Arsenal. Bon, bah voilà. Ouais. Non, mais peut-être peut-être dans le courant de la saison aussi, mais bon, il faut pas oublier qu'il fait quand même une saison relativement blanche l'année dernière, donc ça joue sur, on va dire, la base physique d'un joueur, quoi. Ouais, j'ai un bof Camara aussi, hein, personnellement. Pas ouais, c'est vrai. Voilà, 20 ballons perdus et beaucoup de jeux vers l'avant. Pour le coup, tu vois, lui, autant Magassa, lui, il a pas trop joué vers l'avant, mais alors Camara, ça a été catastrophique à ce niveau-là. Ouais, parce qu'il en fallait un, donc il a essayé de prendre le relais de Zakaria. Après, c'est quand même un peu plus le profil relayeur quand même que. Donc, non, mais il fait pas un très bon match. T'as bien raison. Juste un petit mot pour terminer sur les notes, enfin sur les notes, les évaluations individuelles. Mais le match de Mawissa, au final, vous en avez pensé quoi? Parce que j'ai lu beaucoup de gens plutôt contents, en tout cas satisfaits de son match. Je l'ai trouvé correct, sans plus. Moi, j'ai correct. Ouais. J'ai un retour défensif pas mal en tête, où il empêche une frappe. Oui, de Fabian, ouais. Seconde mi-temps. Quand Kerrer se fait bouffer, justement, se fait déséquilibrer, et voilà. Ah, mais bien, non, mais pour le coup, c'est arrêté, quoi. Mais oui, effectivement, il compte une frappe. Il l'avait mis pour défendre son côté, il l'avait mis pour apporter encore un peu plus de densité physique dans une équipe où, quand même, on a quand même pas mal de Golgoth. Et il a fait, le job. Après, c'est encore. Je pense que Hutter a toujours Caillot en tant que titulaire, même on n'a pas encore retrouvé le grand Caillot, mais que par contre, il cherche des solutions et que c'est pour ça qu'il tâtonne entre lui, potentiellement, on va revoir Ouattara. Il s'était même permis de mettre une fois Vanderson parce qu'il avait trop peur de Yamal et qu'il ne se sentait pas d'en mettre un des trois dessus. Donc on verra comment ça se pliera, mais écoute, hier, c'était pas trop mal. Défensivement, finalement, on peut dire Caillot fait des fois des bons matchs défensifs, hein, ça lui arrive, mais c'est peut-être ta meilleure solution. Ce match-là, il te prouve pas non plus, le jeu, c'est pas inouï, mais tu te dis que c'est peut-être une solution en fin de match pour tenir un résultat, ce genre de choses. Et moi, le seul bémol que je lui mettrais, c'est qu'il arrête de s'énerver et de râler contre les arbitres. Le gamin, quel âge il a ? Il a 19 ans, il fait ses premiers matchs en Ligue des Champions et le mec il n'arrête pas de râler contre tout le monde. Calmos, parce que j'ai trouvé qu'il était un peu. Il a du caractère. Il est à bonne école avec Vanderson. Hein, voilà, ah ouais, mais justement, s'il te plaît, prends, je sais pas, Minamino comme idole sur ce côté-là. Le calme.
Bon, très bien. Bah, en tout cas, voilà, on va rester là pour ce match. On va terminer avec les paris. Alors, bon, évidemment, du coup, on n'en avait pas sur cette rencontre, puisqu'il n'y a pas eu de débrief contre Angers. Rome, t'as ceux d'Angers en tête. Je sais pas ce que ça a donné. Ouais, je suis sûr à 99%. Bah, c'est un 0 sur 2. Patrice, je crois que c'était clean sheet. Et moi, c'était but d'Ileni Kena, que je voyais titulaire. Et il l'a été ou il l'a pas été. Et j'ai tellement plus en tête ce match de merde que ça me fatigue. Non, on avait les deux en pointe. On avait les deux et il est sorti à la mi-temps parce que c'était catastrophique. Ouais. Donc, bah bon, bref, c'est un 0 Voilà. sur 2. Ouais, Et puis, on j'ai va même pas pas s'attarder. souffert parce qu'il a dû toucher 3 ballons en 4, 45 minutes, le pauvre. Dramatique, donc, ouais. Pour la première fois, j'ai noté 1. Voilà. Tellement c'était dramatique. Enfin, Après, c'était pas dramatique, c'était le néant. C'était... Non, bien sûr, mais c'était le néant, quoi. Quand il y a rien, il y a rien. D'accord. Bon, alors du coup, maintenant, on se projette sur Strasbourg, donc match samedi à 17h, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Ouais. Ouais. Donc c'est Bein. Oui, normalement, il me semble que c'est Bein. Je vais confirmer tout ça. Strasbourg-Monaco, 17h, Bein Sport, le 9 novembre. Oh, c'est bon. Quelle bonne nouvelle. Ça fait plaisir. Donc, du coup, vos pronos pour Strasbourg-Monaco. Allez, Flo. Ils me mettent sous le bus. J'avais un prono vraiment. Je pense que Zakaria, s'il revient, joue peut-être pas tout le match. J'ai un prono un peu fou. But de Magassa. Oh. Ah oui, en effet, celui-là, c'est un des rares qui n'a pas encore marqué. Un des rares. On a 13 fois différents qui ont marqué. Je pense qu'on est plus raisonnable sur nos pronos donc cette année, donc ça va vraiment pas dans la mouvance, je pense, mais on tente. Allez, je pense qu'il y a grosse cote là quand même. Ouais. Oui. Moi, je vais partir sur un joueur qui n'a pas encore marqué, si je dis pas de bêtises. Je vais tenir une énorme dinguerie parce que vu qu'il commence à y avoir pas mal de matchs. Matazo n'a pas marqué. Est-ce que Golovin a marqué? Golovin, il a... Non, il n'a pas marqué. Alors Golovin, c'est même encore mieux, c'est 0 but, 0 passe D. Ah, c'est nul. Et après, il dit qu'il n'a pas de parti pris, mais c'est fou ça. Je te donne l'effet. C'est plus... Non. Diata non plus, il n'a pas marqué. Ah, but plus passe. Allez, vas-y, lance-toi. Ça va, quoi, 2 minutes. Hein. Non, but, bah évidemment, moi je vais mettre but de Magassa, gars. But plus passe, c'est moins fort que but de Magassa. Hein. Ouais, ça va. En début de saison, j'ai mon but de Camara qui est passé, j'ai mon but de Thilo Kehrer qui est passé, donc tu prends le but de Magassa, bravo à toi. Moi, je pense que Magassa ne sera pas titulaire, donc je dis but de Golovin. Il sera peut-être pas titulaire. Moi, j'ai envie de croire au prono de Flo parce que je vais dire que Zakaria ne sera pas de retour sur ce match. Voilà, c'est mon prono. Ouais, en tout cas, s'il est de retour, de toute façon, s'il est de retour, il joue pas 90, quoi. Peut-être pas, non, effectivement. Mais après, après, il y a la trêve derrière, donc potentiellement, si t'as la trêve. C'est quoi le vrai tien qu'il y a déjà la trêve. C'est la mauvaise nouvelle. Merci de terminer sur cette déception. Son prono, c'est ça, hein, c'est pas de Zakaria. Oui, c'est ça. Donc ça donne de l'espoir pour ton prono, peut-être. Il y a un combo, On verra vendredi, conférence de presse, donc on verra ce qui sera annoncé au point médical. Bon, en tout cas, merci Rome, merci Flo pour cette émission. Donc on vous donne rendez-vous. Alors samedi soir, je pense que ça va être compliqué, mais probablement peut-être plus dimanche pour un débrief, j'imagine. Plus probable. Samedi, oui, non, c'est mort parce que je pense Franck Lapon, mais non, pourquoi pas. Moi, je suis le. Samedi, il y a du rugby, je suis au courant. Faire les débriefs après le match. Je suis tout seul. Moi, je veux bien après le match. Oui, mais bon, il y a trop de rugby le week-end, hein, donc c'est compliqué. Hein. Mais et puis moi, c'est pareil, là, il y a le Stade France, il y a le 15 de France là, samedi soir. Ouais, ça. Qui trouve sur du rugby, c'est la plus grosse vanne, mais bon, c'est très drôle. C'est pas exclu que ça change, on verra. On verra bien. Bon, en tout cas, voilà, probablement peut-être plus un débrief dimanche ou quoi, on sait pas trop encore. On vous donnera rendez-vous, on vous tiendra au courant. En tout cas, merci. Une belle équipe de Strasbourg, moi j'ai hâte de voir ça. Ça va être un bon petit match. Hein. C'est possible, oui.
On verra. Ouais. Bon, en tout cas, merci à tous les deux. Merci à tous donc de nous avoir suivis. Puis on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Allez, salut, ciao, ciao. Et bisous.